Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 21 février 2022, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons notre tournée de presse avec le journal de l'Afrique. À Tripoli, c'est un remake de un portefeuille pour deux qui se joue. En effet, deux premiers ministres occupent actuellement cette fonction et le calme qui règne sur place n'est que très précaire. Les deux responsables alignent leurs partisans et leurs milices. Mais étonnamment, la situation est paisible en attendant que le nouveau premier ministre Fathi Bashagla annonce des choix pour son futur gouvernement. D'ici là, les pourparlers entre l'Est et l'Ouest patinent. Enchaînons notre revue de presse avec Le Figaro qui titre « Une manifestation a été organisée samedi à Bamako pour célébrer le départ des soldats français du Mali à l'initiative de mouvements de soutien aux autorités de transition dominées par les militaires sans mobiliser beaucoup de monde. La manifestation a réuni plusieurs centaines de personnes sur la place de l'Indépendance dans le centre de la capitale malienne selon des journalistes présents. La France et ses partenaires européens ont focalisé jeudi leur retrait militaire du Mali, conduisant les autres acteurs étrangers à s'interroger ouvertement sur leur engagement et la mission de l'ONU au Mali. Manifestation à Bamako pour célébrer le départ des soldats français du Mali. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à place de l'Indépendance samedi à l'initiative de mouvements de soutien au gouvernement de transition. Dalia Karam nous donne plus de détails. Une manifestation a été organisée samedi à Bamako pour célébrer le départ des soldats français du Mali à l'initiative de mouvements de soutien aux autorités de transition dominées par les militaires sans mobiliser beaucoup de monde. La manifestation a réuni quelques centaines de personnes sur la place de l'Indépendance dans le centre de la capitale malienne selon les journalistes présents. Pendant le rassemblement, des drapeaux européens ont été brûlés sous des slogans anti-français. La nouvelle du retrait des troupes françaises et de ses partenaires européens au Mali a été annoncée jeudi alors que s'ouvrait le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine en Belgique. Les opérations Barkhane et Takuba devraient prendre fin d'ici 4 à 6 mois. Un retrait coordonné qui acte les tensions entre Bamako et Paris. Français et Européens ont invoqué les multiples obstructions des autorités maliennes. La junte au Mali est revenue sur son engagement d'organiser des élections en février 2022 pour le retour des civils au pouvoir. Elle invoque la nécessité de profondes réformes et s'arc-boute sur la souveraineté nationale depuis que les États ouest-africains ont infligé au Mali de lourdes sanctions économiques et diplomatiques le 9 janvier. La prise de pouvoir à Bamako par des militaires n'a pas enrayé la spirale de violence qui frappe ce pays sahélien depuis l'invasion terroriste en 2012. Les violences parties du nord se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Elles ont fait des milliers de morts civils et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés malgré le déploiement des forces onusiennes, françaises et africaines. Pour le gouvernement de transition, ce désengagement est une violation flagrante des accords entre les deux pays et soutient que les 9 années de lutte antiterroriste n'ont pas été satisfaisantes. Bamako demande un retrait sans délai des soldats français. Présente depuis 2013 dans le pays, la France restera engagée militairement dans la région du Sahel. Paris a promis d'assurer les actions de sécurisation de la mission de l'ONU au Mali, MINUSOMA, qui compte plus de 13 000 casques bleus déployés sur la zone. Enchaînons notre revue de la presse sur l'Afrique avec le quotidien Jeune Afrique. Le gouvernement a dévoilé sa stratégie pour sauver la saison agricole. Un plan d'urgence pour contrer les conséquences du déficit pluviométrique a été présenté le 18 février à Rabat. 10 milliards de dirhams, environ 1 milliard d'euros, allaient être investis pour contrer les effets dévastateurs de la sécheresse sur les récoltes agricoles. Ce programme spécial s'articule autour de 3 axes, la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux, l'assurance agricole, l'allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels.
Et terminons notre revue de presse avec l'Express. Avec ses ambulances volantes, le Rwanda rêve de devenir le Silicon Valley de l'Afrique. Née d'un pari fou, la start-up est devenue la vitrine de l'ambition du président Paul Kagame, faire du Rwanda la Silicon Valley du continent et devenir un pays test pour les technologies les plus révolutionnaires, comme ces ambulances désert. En attendant, le gouvernement a injecté 20 millions de dollars dans la Kigali Innovation City, un complexe en cours de construction de 61 hectares qui doit accueillir des universités, des bureaux et des incubateurs de start-up. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu mardi 15 février dans la capitale belge Bruxelles pour participer à la 6e session du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui s'est tenue les 17 et 18 février au siège de l'Union européenne. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé mardi 15 février à Bruxelles pour un sommet entre l'Union européenne et l'Afrique qui s'est tenu les 17 et 18 février au siège de l'Union européenne. Le président el-Sisi, entouré par un long cortège de 21 de voitures, a été accueilli à l'hôtel par plusieurs sympathisants qui l'a salué. Une rencontre a eu lieu mercredi avec le roi Philippe Léopold de Belgique au Palais Royal. Le président s'est entretenu également avec le premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmeks. Au menu des discussions, les moyens de renforcer les relations bilatérales d'une manière qui réalise les intérêts communs des deux pays ainsi que la concertation et la coordination mutuelle sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président el-Sisi a tenu également une réunion avec un groupe d'hommes d'affaires belges pour discuter des moyens de faire progresser la coopération économique, commerciale et d'investissement. En marge du sommet, le président a rencontré la dirigeante de l'Union européenne ainsi qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement pour discuter de l'avancement des cadres de coopération bilatéraux et se concerter sur diverses questions régionales et internationales. Le sommet Afrique-Europe s'est tenu, lui, jeudi et vendredi. Le sommet s'est tenu cette année sous le titre Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune jusqu'en 2030. Tenant compte du fait que la partie européenne est l'un des partenaires internationaux les plus éminents avec lesquels l'Union africaine souhaite renforcer les liens, notamment en ce qui concerne le développement, le maintien de la paix et de la sécurité. Le président el-Sisi a mis l'accent lors du sommet sur divers sujets qui préoccupent les pays africains, notamment le renforcement des efforts internationaux pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale. En outre, il s'agit de souligner la nécessité de fournir un soutien efficace à ces pays pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, de transférer la technologie vers les pays en développement, de stimuler le mouvement des investissements étrangers vers eux et de permettre aux pays en développement d'accroître leur dépendance aux sources d'énergie renouvelables. Et ce, tout en examinant les préparatifs de l'Égypte pour accueillir le prochain sommet des Nations Unies sur le climat en novembre 2022 et les efforts égyptiens pour pousser vers une vision commune afin de soutenir et de financer le continent africain pendant la pandémie de Covid-19, tout en facilitant la répartition équitable des différentes technologies liées à la pandémie, notamment en ce qui concerne la production de vaccins. Alors, c'est l'heure du bilan pour ce 6e sommet Union européenne-Union africaine, une rencontre inhabituelle par sa forme exceptionnelle, par son ambition. L'Union européenne a promis de débloquer le montant colossal de 150 milliards d'euros pour le développement des infrastructures sur le continent européen et africain, Européens et Africains affichent leur satisfaction, mais le défi est désormais de faire en sorte que les déclarations ne restent pas lettre morte. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sommet. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur ce sommet Union européenne-Union africaine et la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sommet. C'est la 6e édition de ce sommet, un sommet très important qui définit la relation entre le continent européen. Oui, je vous entends. Oui, je vous écoute.
assiste à ce genre de réunion importante parce que normalement, ça résulte disons, de bons résultats. C'est-à-dire, on discute beaucoup de problèmes, beaucoup de sujets, et c'est pour le bénéfice des deux continents. Le fait que le président était là-bas et a été invité, c'est parce que l'Égypte a un certain poids dans la région, étant présente dans ce groupement, ça veut dire qu'elle joue un rôle important. Et c'est ce que justement nous avons vu. Nous avons été choisis, bien que nous fabriquons déjà les vaccins, mais on a été choisis parmi 3 ou 4 autres pays africains. Oui, pour commencer la fabrication sur une échelle assez grande, pour couvrir la consommation locale et la consommation du continent africain en général. Donc ça, encore une fois, c'était disons, la confiance dans l'infrastructure égyptienne qui peut justement commencer immédiatement la fabrication de tels produits. Autre part, les questions régionales ont été discutées. C'est important d'avoir, disons, un point de vue qui coïncide sur le plan problèmes régionaux, comme justement la crise libyenne, par exemple, et autres. Certainement, en premier lieu, on a discuté les relations économiques entre l'Europe et l'Afrique, surtout que maintenant, il y a une compétition redoutable en provenance de l'Asie pour introduire de la technologie et des investissements dans le continent africain pour exploiter les ressources qui existent en abondance dans ce continent. Docteur Raouf Gaafar, selon vous, quels sont les domaines les plus prometteurs pour réaliser une coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine? En quel domaine notamment? C'est-à-dire, franchement, les domaines sont très nombreux. Comme je viens de dire, le continent africain est très riche en ressources minérales et naturelles qui n'ont pas été exploitées jusqu'à présent d'une bonne manière. Profit de l'Afrique, pour le profit de l'Afrique. Certainement. C'est deux côtés. C'est-à-dire c'est une situation gagnante des deux côtés. L'Europe va bénéficier autant que l'Afrique. Donc on parle de beaucoup de choses. On parle d'infrastructures importantes parce que l'infrastructure, c'est déjà le premier pas envers les investissements dans les grands projets. On parle de l'utilisation de ressources particulièrement minérales qui existent. On parle d'énergie. C'est-à-dire on peut parler de tout. Et voilà, on a commencé par les pharmaceutiques pour la fabrication des vaccins et ça va fonctionner. Oui. Moi, nous voyons déjà que l'Asie, la Chine, a commencé à rentrer avec une grande force en Afrique dans pratiquement tous les domaines. Et je pense que l'Europe a senti qu'il y a une certaine, je ne vais pas dire menace, mais je veux dire une compétition. Et si jamais ils ne commencent pas dès maintenant, ils vont perdre beaucoup de chances très promettantes en Afrique. Accélérer alors la transition énergétique et écologique était une question très importante qui a été soulevée lors du sommet. Alors, comment peut-on aider le continent africain qui souffre de multiples problèmes à se redresser et à vulgariser l'usage de l'énergie propre? On parle d'énergie en général, mais on parle encore d'énergie propre. Ça, c'est la direction du monde entier. Et je pense que l'Afrique
était un des continents, bien que ça participe le moins dans les émissions, etc. Mais il faut que notre direction soit envers les nouvelles énergies et l'énergie propre, et les changements climatiques, etc. etc. Et c'était une bonne occasion, parce que, étant donné que l'Égypte va ôter la conférence prochaine du changement climatique en novembre, c'était bien de discuter et de se préparer pour ôter un événement aussi important. Je pense que l'Afrique, aujourd'hui, elle est prête à recevoir des investissements, à recevoir des technologies, des joint ventures dans différents domaines. Et comme vous l'avez dit, et je viens de dire il y a quelques instants, c'est une situation gagnante de deux côtés. Et je pense que l'Europe a justement les moyens financiers et technologiques qui permettent d'avoir des projets très, très réussis. Oui. Selon vous, quels sont les facteurs nécessaires pour relancer les économies africaines mises à l'arrêt par la pandémie du coronavirus? Bon, nous savons tous que le continent africain, c'est le continent qui a plus souffert. Et malheureusement, à cause de la pauvreté de la plupart des pays africains, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des vaccins et par conséquent de confronter le coronavirus, certainement. Mais maintenant, ça va commencer. Et une fois que ça va se dégager d'un jour à l'autre, Inch'Allah, je pense que, comme je viens de dire, il n'y a pas un endroit dont tout le monde qui soit si riche en ressources et qui soit prêt, justement. Nous n'avons pas simplement en Afrique les moyens financiers et technologiques pour se lancer. Mais l'Europe a ces moyens et je pense que quand les deux se joignent, les résultats seront vraiment excellents. Oui. Docteur Raouf Ghafar, l'Union européenne a annoncé financer 425 millions d'euros qui serviront à accélérer les campagnes de vaccination en soutenant la distribution des doses et la formation d'équipes médicales. Croyez-vous que cette aide s'avère efficace pour aider à la production de vaccins dans le continent africain? Bon, c'est un commencement. Et je pense qu'ils auront recours à plus de financement. Mais c'est un bon pas. Et quand il y a une communauté saine, ça devient de plus en plus productif. Et c'est pour ça que on va commencer par 450 millions. C'est ça, par cette somme. Et puis, à mon opinion, ça va continuer. Et d'ailleurs, entre l'Égypte, on ne parle pas maintenant de l'Europe, même l'Égypte n'a pas tardé à aider ses confrères africains en leur envoyant des vaccins, etc., et des aides médicaux, etc. L'essentiel, c'est d'avoir une population qui jouit d'une bonne santé pour qu'on dépend sur elle pour la production. Et c'est justement ça que l'Europe va commencer avec, et ça va continuer, à mon opinion. Docteur Raouf Ghafar, analyste politique, nous vous remercions infiniment pour cette intervention. Merci d'avoir été avec nous. Et enchaînons avec le Mali, alors la 18e édition du festival Ségou Art s'est tenue sur les bords du fleuve Niger, au centre du Mali. Le festival est organisé chaque année dans une ville, mais cette fois, il a été terni par les sanctions de la CEDEAO. Cham Senemi nous donne plus de détails sur ce festival. C'est en plein cœur de Ségou, sur les bords du fleuve Niger, au centre de Mali, que s'est tenu le festival Ségou Art, que la ville organise chaque année. Cette 18e édition a été ternie par la politique à cause des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. De nombreux artistes africains n'ont pas pu se rendre au festival à cause de frontières fermées.
Après une édition 2021 morose marquée par le Covid-19, cette année, le festival revient en force pour le plus grand bonheur des artistes. C'est le cas de Mariam Koné. Ma chanson, Sohina Mousso, rend hommage à la femme. Malgré les tâches ménagères, l'éducation des enfants, on lui demande toujours de garder le sourire, explique la chanteuse. En dehors de la musique, le festival est aussi largement consacré à l'art contemporain. De nombreuses œuvres ont été exposées. L'artiste indépendante Dangon a même reçu un prix pour sa série de sculptures intitulée « Douleur » et qui parle du cancer du sein. C'est vraiment pour représenter la douleur et la destruction de cette maladie. Vous verrez que sur la sculpture, il y a une partie manquante. C'est vraiment pour montrer qu'avec le cancer, c'est vraiment une partie de la personne qu'on enlève. Après les sculptures, place à la danse avec Bibata Maïga. Originaire de Gao, du nord du Mali, elle fait partie de la nouvelle génération de danseurs contemporains d'Afrique de l'Ouest. Le public a pu apprécier sa performance, l'esprit de l'eau, qui est consacré à la divinité du fleuve Niger. C'est pour magnifier la femme et pour montrer les pouvoirs naturels qui existent dans chaque femme, explique la danseuse. Avec le festival Ségou Art du Mali, on vient à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à NALTV International. Bonne journée et au revoir.